Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission C'est sans tabou. Toute cette semaine sera consacrée aux questions liées à l'urbanisme, l'habitat social et le logement. Voilà, fidèle donc à notre principe de débat contradictoire, nous allons justement aborder ce soir la politique d'urbanisation au Gabon, occasion justement d'aborder de manière concrète le nouvel ordre urbanistique dont se fait écho le gouvernement gabonais. Notre panel d'invités est composé ce soir. Nous allons commencer à vous présenter les invités. Nous avons à mes côtés Monsieur Joël Ondoela. Vous êtes le président de la Confédération syndicale des agents de l'administration publique, parapublique et privée. Bonsoir. Bonsoir Madame Koussou. Et merci d'avoir accepté notre invitation. À vous, merci. À vos côtés, nous avons Monsieur Edouard Vomze. Vous êtes le directeur général de l'urbanisme. Bonsoir à vous. Bonsoir, madame. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Juste en face, nous avons Monsieur Alain-Patrick Lindanji Bidona. Vous êtes le secrétaire national du Bloc démocratique populaire. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Nina. Merci à tous, chers messieurs. Vous avez vu, chers téléspectateurs, c'est un plateau purement masculin, hormis la présentatrice. Vous aussi, chers téléspectateurs, vous pouvez participer à cette émission par ces différents moyens, par téléphone au 00 241 04 91 97 97, 00 241 04 91 97 97, par messagerie au 8877, par messagerie au 8877, ou sur notre page Facebook et Twitter, c'est sans tabou. Alors très rapidement, messieurs, nous allons démarrer cette émission avec cette première question, mais je vais me retourner vers vous, monsieur le directeur général de l'urbanisme, pour poser cette première question. Quelle description faites-vous de l'état urbanistique actuel au Gabon? Bien, merci madame Dina Koussou Oui. de me donner cette opportunité de pouvoir, sans doute pendant tout le long de cette émission, de pouvoir éclairer, sinon de faire comprendre la situation, n'est-ce pas, urbanistique de notre capitale aujourd'hui. Et donc, je vous remercie profondément de m'avoir invité à votre émission. C'est nous qui vous remercions. Donc, déjà, pour rectifier un petit peu, je suis le directeur général de l'urbanisme et des aménagements fonciers. Et des aménagements fonciers. C'est à préciser parce qu'il y a deux volets. Il y a l'urbanisme et il y a aménagement foncier. Donc, pour revenir sur votre question, quelle est la situation actuellement de la ville de Libreville? Alors, la ville de Libreville aujourd'hui est, comme vous le voyez, parce que l'art urbain, c'est d'abord la forme. Et or, dans la forme que nous voyons aujourd'hui de Libreville, il y a bien des choses qui ne vont pas parce qu'avec des quartiers sous-intégrés, avec les problèmes de circulation, avec les problèmes que nous constatons au quotidien que les populations vivent, à savoir l'inondation, les éboulements et tout ça, c'est pour dire que Libreville aujourd'hui doit s'organiser, doit être planifié en matière d'urbanisme. Donc, vraiment, je crois que ce sera l'occasion. Ça veut dire quoi? C'est un tableau sombre que vous venez de peindre de la capitale, pour parler de manière particulière, mais du Gabon en général, si on parle de l'urbanisme, qu'est-ce qu'on retient? Non, dire que c'est un tableau sombre, ce n'est pas ça du tout, mais seulement dire que, comme à l'instar, n'est-ce pas, de la plupart des villes en Afrique, et particulièrement les capitales africaines, nous constatons que, naturellement, au sud du Sahara, beaucoup de capitales vivent comme Libreville, c'est-à-dire qu'il y a un manque, n'est-ce pas, d'organisation en matière de développement urbain, il y a un manque de maîtrise en matière de développement urbain, il y a un manque, n'est-ce pas, d'outils de planification urbaine, et ceci entraîne l'occupation anarchique que nous constatons aujourd'hui dans la plupart de ces villes, et comme à Libreville aussi. Donc, vous remarquerez que dans une ville comme Libreville, on trouve au moins à 80%, je dis bien moins à 80%, des quartiers sous-intégrés. Ça veut dire qu'il y a quelque part quand même un problème, il y a un souci en matière d'urbanisme au regard de ce que nous vivons dans certaines capitales aujourd'hui, même en Afrique, surtout en Afrique du Nord et au-delà. Donc, c'est pour dire que, pas que le tableau il est sombre, mais quand même, il y a une alerte. Monsieur le président de la COSINAB, très clairement, le tableau, il est sombre ou pas? Merci Madame Dina Koussou. Je ne saurais prendre la parole devant ce plateau sans pourtant vous traduire les remerciements de la COSINAP à l'endroit de Canal 7 qui, d'ailleurs, pour la première fois nous invite C'est nous qui vous remercions à cette émission Sans Tabou.
nous tirons toute la satisfaction de notre part et nous croyons que ce ne serait pas la première. Dire que le tableau est sombre, ce soir, le président de la COSINAP représenterait, comme l'avait dit Aimé Césaire, le malheur, la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche et de ceux qui sont cachés au caillou du désespoir. Le président de la COSINAP représente les travailleurs et dans ces travailleurs, il y a la population. Nous sommes les consommateurs de l'urbanisation, de la politique d'urbanisation. Et ça fait bien que M. le directeur général, lui-même, dans ses propos préliminaires, soit d'une manière ou d'une autre, un peu plus clair de ce que ce tableau, nous demandons à quel niveau la politique de l'urbanisation existe à Libreville. On se le demande et nous voulons ce soir qu'ensemble, nous puissions le dire assez clairement que le tableau de Libreville, il est inquiétant en matière d'urbanisation. Alors, Monsieur Alain-Patrick Lindonji Bidona, je vous repose la même question, et une question à laquelle, justement, de nombreuses populations ne cessent de s'interroger. Qu'est-ce qu'on retient de cette politique d'urbanisation au Gabon? Merci Dina. Je voudrais, de prime abord, avant d'aborder la question que vous me posez, remercier Canal 7 pour avoir associé le BDP dans le débat de ce soir. Et comme disait le représentant de la COSINAP, monsieur le directeur a été, je voudrais dire, clair. Il faudrait simplement reconnaître que l'urbanisation au Gabon est non existante, je veux dire à Libreville. Donc peut-être que tout au long du débat, nous allons apporter plus d'éclaircissements sur la thématique de ce soir. Monsieur le directeur général, l'urbanisation au Gabon est non existante, selon les propos de monsieur Alain Ditona. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Je voudrais d'abord dire que ce n'est pas le concept d'urbanisation qu'il faut utiliser en la matière. L'urbanisation, c'est le processus de développement, n'est-ce pas, d'une ville. Donc, dans ce processus-là, il faut comprendre que l'urbanisme n'est pas l'urbanisation. L'urbanisme est une science, donc une science qui s'occupe de l'aménagement des villes, pour parler simplement. Et donc, s'occupant de l'aménagement des villes, et l'urbanisation est un phénomène qui existe donc en fonction de certains éléments, l'arrivée, par exemple, d'une population très forte en termes de démographie, le non-respect, par exemple, des règles d'urbanisme, entraîne parfois une urbanisation non maîtrisée. Donc, c'est le développement des villes, mais par contre, pour reprendre l'expression, monsieur s'est présenté, c'est vrai que je n'ai pas retenu, c'est pour dire qu'on ne parle pas d'urbanisation en tant que telle, mais de l'urbanisme, qui est une science. Qui la situation actuelle, monsieur le directeur. Et si on aidait les populations gabonaises voilà, qui nous regardent sur ce territoire et au-delà à comprendre, qu'est-ce que l'on retient concrètement? Qu'est-ce que l'on retient? Voilà, et à partir de là, en parlant d'urbanisme, je vous l'ai dit il y a un instant que, comme toutes les villes, la plupart des villes, n'est-ce pas, en Afrique, il y a eu effectivement des phénomènes d'urbanisation qui se sont développés, chaque ville à son rythme, en fonction aussi des problèmes qui se sont posés, ou alors des phénomènes, des événements qui se sont produits. Dans le cadre de Libreville aujourd'hui, oui, il y a effectivement un problème en matière de maîtrise de développement par rapport à la ville de Libreville. À qui incombe ce tort? À l'administration que vous représentez sur ce plateau, aux populations, il faut qu'on situe les uns les autres. Donc je dis, je m'en vais là-dessus, oui, pour dire que à l'origine, si vous me permettez, n'est-ce pas, de revenir un peu sur l'historique de la ville de Libreville. La ville de Libreville, un temps, donc dans les années 50, 60 et puis 70, parce qu'il y a eu des séquences qui ont vu Libreville grandir au fur et à mesure. Et Libreville arrive beaucoup plus à être rapidement dans un phénomène d'urbanisation vers les années 70. Donc, à partir de cet instant-là, le problème est qu'il y a eu du laisser-faire, c'est-à-dire que l'État n'a pas anticipé à un moment donné, d'un côté, le phénomène d'arrivée des populations face au boom économique qui s'est développé dans les années 70, 75, et ensuite la maîtrise justement des outils, par la maîtrise de la production des outils de planification et la maîtrise de la réglementation en matière d'urbanisme. Donc la conjugaison de cela a fait en sorte que ce laisser-faire a fait en sorte que Libreville s'organise dans l'anarchie aujourd'hui avec
tout ce que nous vivons comme problème. Donc le Donc, tort incombe. Donc le tort, Oui. le tort Je peut vois dire qu'il l'État y a des a laissé réactions, faire. là, déjà. L'État a laissé faire, et je crois que tout au long de ces débats, nous allons peut-être aller au fur et à mesure pour essayer de voir quelles sont les habiletés des uns des autres. Mais l'État que je représente, sans doute, a une part de responsabilité parce que. Mais la population aussi. Et naturellement. Allez-y. Oui, Madame Koussou, je vais rebondir tout de suite à partir des propos de Monsieur le Directeur général, dire que il ne serait pas important sur ce plateau qu'on essaye de se maquiller. Nous devons le dire avec des mots justes. Aujourd'hui, il faut le dire, l'État est en retard par rapport à la population. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État, le territoire appartient à l'État. C'est la population qui doit trouver l'État. Mais au Gabon, on s'est rendu compte que c'est l'État qui trouve les populations. Vous savez très bien que l'État n'a pas que la mission régalienne d'apporter le bien-être, mais aussi d'éduquer. C'était ça la prévention de l'État. Si l'État serait allé le premier à viabiliser, à urbaniser, les populations qui arrivent devaient trouver non seulement la communication, l'éducation, la formation, mais aussi c'est à ce moment-là que l'État devait être fort pour faire appliquer la loi. Mais si les populations cherchent de par leurs moyens de fortune à se faire une route, à aller construire dans des zones non édificantes, vous comprenez à suffisance aujourd'hui qu'on ne peut pas parler d'urbanisation, ni d'urbanisme même en tant que tel, au niveau de Libreville. Voilà ce que je voulais apporter comme précision. Allez-y. Oui, Dina, merci. Je voudrais Corroborer. aller dans le même sens que M. Joël pour dire qu'en fait, l'urbanisation nous amène à voir si l'État a aménagé les terrains et les mettre à la disposition des populations. Si l'État prend aujourd'hui la décision d'aménager un certain nombre de terrains, les met à la disposition des potentiels acquéreurs, je crois qu'on va plus ou moins résorber le problème de l'occupation anarchique. Mais comme l'État n'a pas prévu cela, les gens, par des moyens qui sont les leurs, cherchent à avoir un lobby de terrain, peu importe, même si c'est sur c'est pas sur un terrain assez dangereux, puisque chacun veut être propriétaire, va aller implanter sa maison et 2 ou 3 ans après, on se retrouve dans les inondations. Moi, je dis l'État a l'entière responsabilité de ce qui se passe. Parce que, comme on dit, gouverner, c'est prévoir. Avec les statistiques, on peut prévoir l'augmentation de la population et mettre tous les dispositifs pour encadrer les populations. Mais si chacun fait ce qu'il veut, ça veut dire que l'État s'est désengagé et chacun fait ce qu'il veut comme il peut. Alors, Monsieur le Directeur général, on parle notamment aujourd'hui de ce nouvel ordre urbanistique. C'est peut-être l'occasion de nous édifier sur la question. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Merci Madame Dina Koussou. Vous me permettez quand même de revenir une petite seconde. Allez-y, vous pouvez. Pour dire quoi? Pour dire que lorsque le représentant de la COSINAP et puis Monsieur Bitouna disent que l'État, je ne veux pas ici dire qu'en tant que représentant de l'État, dire que l'État a tout fait, a mieux fait et que tout s'est bien organisé. Mais je dis cependant qu'il y a une historique, il y a un historique, autant pour moi, il y a un historique qui fait en sorte que lorsque vous regardez la création de Libreville jusqu'à ce jour, il y a eu une évolution dans le temps. Et je voulais rappeler cette évolution-là pour dire que Libreville, parce que ce qui fait aujourd'hui qu'on voit cette anarchie se développer, on imagine que quelque part, l'État est fondamentalement responsable. Je dis, je ne me soucie pas de cette argumentation, ou bien de cet argumentaire. Mais remarquez quand même que l'État a eu déjà à réfléchir plusieurs fois. En 1962, on a eu le plan, par exemple, le plan Potier. En 1965, on a eu le plan d'Oliveau. Donc, ensuite, on a eu en 1994 la possibilité de mettre en place un outil de planification urbaine. En 2001, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, en fonction des problèmes qui sont posés à Libreville, l'État a eu à réfléchir. C'est vrai qu'après, tous ces outils de planification urbaine n'ont pas été, n'est-ce pas, mis en place et fonctionné tel que cela se doit. Et donc, à partir de là, au-delà de cela, lorsque vous remarquez certains quartiers de Libreville, tous ne sont pas anarchiques. Il y a des quartiers urbanisés qu'on trouve, le cas par exemple de Libreville aujourd'hui où nous nous trouvons en Ngondje. Mais les populations aussi ont une part de responsabilité.
Parce que je vous prends juste le cas d'Angonge. Le cas d'Angonge, c'est une zone d'aménagement concerté, qu'on appelle ZAC dans notre jargon. Et quand vous voyez que Angonge, où nous nous trouvons aujourd'hui, lorsqu'on a réfléchi sur Angonge, regardez les axes routiers qu'il y a, mais par rapport aux plateformes qui sont ressorties, les lots qui sont ressortis de cet aménagement, vous regardez l'occupation. Et là, c'est la part des populations avec un certain incivisme accentué qui ne respectaient pas les règles et l'installation des normes en matière d'urbanisme, puisque nous avons toujours insisté là-dessus. Et les inondations, par exemple, qu'on a vues à Angonge sortent de là, alors que c'est une plateforme aménagée par l'État. Donc, la population aussi, quelque part, compte tenu de son comportement incivique, merci, de son comportement incivique, qui n'autorise pas dans une ville ou dans un quartier où on a réfléchi de manière scientifique de vouloir faire l'occupation anarchique. Et le cas d'Angonge n'est vraiment pas tant. Vous voulez réagir? Je vais réagir par rapport au propos du DG. Je voudrais dire que l'État représente ici le père ou la mère d'un enfant. Lorsque vous mettez au monde d'un enfant, vous prévoyez les conditions, vous prévoyez sa formation, vous prévoyez sa scolarité, vous prévoyez tout le minimum, en fait, tout le minimum qu'il faut pour que cet enfant s'épanouisse, qu'il s'affirme dans la société. Moi, je me dis, vous ne pouvez pas demander à la population de ne pas faire ci ou ça à partir du moment où l'État n'est pas présent. Aujourd'hui, l'État a fait exprès de démissionner. Quand on fait la comparaison de l'ASNI au Vendo, on se dit l'État pouvait mieux faire. Quand on regarde Cocotier, ou venez voir, on se dit est-ce que nous sommes dans un même état? On ne peut pas dire aujourd'hui qu'il existe un plan d'urbanisation ou d'urbanisme à Libreville. Il faut se dire que les populations ont décidé de s'installer où ils veulent, au gré à gré, et de manière anarchique, parce que l'État est en retard, j'ai envie de dire, de 100 km pour une course. Aujourd'hui, les populations ne peuvent pas les en vouloir parce qu'il faut les éduquer. Or, l'instruction civique ou l'éducation ne peut se faire que lorsque vous allez en avant et que vous mettez les conditions. C'est à ce moment-là que les brigades, c'est à ce moment-là que la loi, ainsi de suite. Mais si vous venez 10 ans ou 30 ans après les populations, vous aurez du mal à les inculquer, à leur donner ce qu'il faut comme instruction civique en matière d'occupation d'espace. Alors, Monsieur le DG, avant de vous donner la parole, que vient apporter le nouvel ordre urbanistique pour qu'on comprenne? Justement, qu'est-ce que ça vient apporter? le deuxième volet de mon intervention. Oui. Alors, le nouvel ordre urbanistique consisterait tout simplement à concevoir des outils de planification urbaine. Et donc, ça peut être le schéma directeur d'aménagement d'urbanisme, qui est un outil opérationnel, puisque l'urbanisme a deux facettes, l'outil opérationnel et l'outil réglementaire qui est le POS, et puis d'autres outils qui sont beaucoup plus détaillés pour, n'est-ce pas, la prise de position au sol. Donc, aujourd'hui, le nouvel urbanistique va nous amener non seulement à penser réellement, pour revenir sur ce que disent ici le représentant de la CONECI NAB, oui. Merci, donc qu'il manque des outils, où il y a une insuffisance réelle des outils, n'est-ce pas, de planification urbaine. Ça, c'est une vérité pour la ville de Libreville, et d'ailleurs, pas seulement pour Libreville, pour les autres villes, n'est-ce pas, gabonaises, les villes capitales des provinces, et puis les villes capitales des départements. Donc, ces outils de planification urbaine, à ce niveau-là, il est établi effectivement qu'il en manque au Gabon actuellement. J'essaie de vous dire qu'il y a eu des tentatives de mise en place pour Libreville de ces outils depuis 1962. Sinon avant, d'ailleurs. Sinon avant. Mais en 1962, on a commencé à avoir quand même cet esprit-là. Et puis, ces outils, à cela s'ajoute l'outil de planification et de réglementation en matière d'urbanisme, qui est le POS, le plan d'occupation des sols. Donc, tous ces deux outils-là, qui sont opposables au tiers, ne sont pas aujourd'hui de mise. Ça, il ne faut pas s'envoyer la face, cela est une vérité. Mais je dis bien que nous sommes dans la réflexion, et d'ailleurs, pour la ville de Libreville, dans le nouvel ordre urbanistique, il y a ce schéma d'aménagement et d'urbanisme que nous sommes en train de mettre en place, que nous sommes en train d'innover, que nous sommes en train d'apporter des corrections pour qu'en principe ça soit en phase avec la réalité d'aujourd'hui. Et ensuite, nous sommes en train de voir, dans le nouvel ordre urbanistique, de voir comment est-ce que les façades des grands axes, ce qu'on appelle chez nous l'urbanisme de façade, pour qu'on puisse, par exemple, pour prendre un exemple, sur le long de la voie express, d'enlever tout ce qui ne se présente pas bien aux abords de la voie, enlever tout cela, et puis après, construire des bâtiments de valeur, modernes, hein, donc au XXIe siècle. Donc, à ce niveau-là, c'est cela aujourd'hui que nous avions l'idée de penser le nouvel ordre urbanistique de la ville de Libreville, et pas seulement de Libreville, mais
de Port-Gentil, de Franceville, de l'OIM, et de tout le Gabon en général. Et j'en passe. Donc c'est ça le nouvel ordre urbanistique, les outils de planification urbaine, les outils opérationnels, des outils réglementaires et ensuite l'urbanisme de façade. Et ça me permet justement de demander aux représentants du BDP sur ce plateau, est-ce que ce nouvel ordre urbanistique vous parle? C'est peut-être une piste. Vous savez, au Gabon, on a cette coutume de faire rêver. Hein? On nous présente ou on nous peint un futur de rêve. Mais concrètement, on ne voit rien. Moi, je dis aujourd'hui, l'occupation anarchique par les populations de certains espaces n'est que la résultante du manque de terrain viabilisé qu'on met à la disposition de la population. Vous voyez, cet nouvel ordre, comme dit monsieur le DG, c'est bien. Parce que, vu la description qu'il vient de faire, ben, on se permet de rêver. Mais c'est dans combien de temps? Moi, je dis qu'il faut repenser les choses. De quelle manière? Il faut repenser les choses. Il faut que l'État prenne en charge la viabilisation des terrains et les mette à la disposition des Gabonais capables de s'acheter ces terrains. On peut, par exemple, imposer un type d'habitat selon les secteurs. Et voilà, on donne les moyens aux Gabonais pour réaliser cela. Le DG venait de dire qu'ils vont, sur les axes principaux, casser, comme on a vu il y a quelque temps, tous ceux qui occupent ces abords-là et qui ont des habitats précaires. Quand on casse ces habitants-là, ces Gabonais-là, on les met où? Parce qu'on n'a jamais prévu des zones de relogement. On casse, mais il faut prévoir des zones de relogement. On vous dit, Madame Koussou, on casse chez vous. Au lieu de vous donner 3 ou 4 millions, on dit, voilà, on a conçu une maison, vous allez là-bas. Zone de relogement, on reconçut ici quelque chose de beau. Après, vous venez, peut-être qu'en 10 ans, la maison peut vous revenir. Mais si on casse, on vous donne 2 ou 3 millions. Vous allez chercher un terrain avec 2 ou 3 millions, vous allez construire avec 2 ou 3 millions. Mais c'est impossible. Et nous allons justement prendre ces téléspectateurs au bout du fil au 04 91 97 97. Madame ou monsieur, bonsoir. Merci monsieur. Et le 25 mars 1914, le ministère de la Promotion et des Investissements, après les casses dans plusieurs quartiers, nous a attribué des attestations de réservation de parcelles avec numéro de lot et tout. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons aucun signe concernant ces documents-là. Est-ce qu'on peut nous éclairer à ce sujet? Je vous en remercie. Nous allons encore prendre un autre téléspectateur au bout du fil. Madame ou monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, c'est M. Zégui. Ce que j'aimerais dire à cette émission est que, franchement, le Gabon est un véritable problème. Et pourquoi je dis cela? Tout Libreville n'est pas loti. Chacun construit comme il veut et c'est normal. La population a besoin de maisons pour dormir. Ça, c'est vrai. Mais c'est le gouvernement qui doit tracer. Il doit prévoir des caniveaux. Mais le gouvernement ne fait rien. Il va même à la sablière chez le président. À la sablière. Quand il pleut, les inondations à la sablière, c'est pas normal. C'est pas normal pour les Gabon. C'est pas normal. On ne construit rien, on ne fait rien pour la population. C'est une solution. Quand ces pauvres moments qui sont inondés, les enfants, ils vont dormir où? Hein? Tu quittes à la maison, tu quittes le travail, tu viens juste à la maison, tout est inondé, tu fais quoi? C'est le gouvernement, quand même. On doit prévoir tous ces trucs-là, les caniveaux participants. Les gens construisent là où ils veulent parce que c'est tel type, c'est le président de la République, c'est le cousin du général, c'est le neveu du temps. On fait ce qu'on veut, en fait. Ok, merci. Merci, monsieur et madame, pour votre question et contribution. Messieurs, nous avons tous entendu ces téléspectateurs, mais je me permets d'abord de me retourner vers vous, monsieur le directeur. Alors, la dame qui appelait posait le problème des affectations, de réservation de parcelles. Où en est-on? Peut-être éclairé, s'il vous plaît. Sauf si j'ai bien compris, parce que cette dame-là parle d'une année... Oui. Je crois 2011 ou 2012, je ne sais pas saisi. Oui. Et puis en plus, elle n'a pas précisé. 2014. Bon, 2014, merci. Mais sauf, elle n'a pas précisé, n'est-ce pas, sa zone
disons, où s'est passée l'opération de démolition. Bon, bref, ceci étant, de façon vraiment générale, il est bien entendu que en matière d'urbanisme, c'est-à-dire que lorsque on réfléchit par rapport à l'organisation de l'espace, il est normal que lorsqu'on s'en va amener les opérations d'aménagement, soit de destruction ou de restauration d'un quartier sous-intégré et qu'on déplace les populations, il faut avant tout, naturellement, d'abord réfléchir, n'est-ce pas, aux zones de relogement. Et d'ailleurs, le nouvel ordre urbanistique va dans ce sens actuellement, et c'est ce que nous souhaitons faire, même si mon frère en face imagine que c'est toujours un peu des choses à rêver. Mais à un moment donné, on est quand même possible d'apporter la preuve que ça se fait. Donc aujourd'hui, par rapport à sa question, où exactement, ce qui est sûr, c'est que nous avions, n'est-ce pas, mis en place des lotissements, un à Angonje et l'autre à Bikele, pour pouvoir trouver une solution rapide pour les déguerpis, en tout cas qui partent de 2011 à 2014, puisque c'est 2014. Donc, il y a eu des attestations effectivement qui sont signées, et il y a maintenant un processus, sinon un process qui s'est engagé, de manière à ce que dès que vous percevez l'attestation, vous venez à la direction générale de l'urbanisme pour qu'on aille vous montrer exactement où se trouve votre parcelle, et après là, on vous donne, n'est-ce pas, un cahier de charge pour pouvoir respecter les normes de construction. Donc nous sommes dans cette phase aujourd'hui, aussi bien à Angonje, dans la section qu'on appelle 8, et à Bikele, où nous avons déjà au moins commencé à installer les populations à ces niveaux. Je ne sais pas si la dame qui pose la question est dans, justement, ces déguerpis qui ont été appelés pour percevoir leur attestation. Donc, ça là, c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Le vice-premier ministre est là-dessus dans l'ordre urbanistique qu'il est en train de souffler, de faire en sorte que ça ne soit plus une utopie, comme dit mon frère, mais que ça soit quelque chose qu'on amorce concrètement et que les populations de Libreville puissent vivre, n'est-ce pas, cette réalité au jour le jour. Mais c'est vrai que ça prend un peu de temps, mais nous y sommes, et ce nouvel ordre urbanistique, j'y crois. Et donc, vous, monsieur Ondo, est là, alors, mais on parle aussi de ce nouvel ordre urbanistique, du point de vue de la COSINAP, finalement. Oui, Madame Koussou, je dirais que le nouvel ordre urbanistique, en tant que concept, nous pouvons croire à ce concept si et seulement si les autorités, le gouvernement, représenté ici par le directeur général ou d'autres personnalités, nous disent que la vision qui est celle du gouvernement serait de repenser à une autre ville. J'appellerais Libreville 2. Pourquoi? Parce que nous allons nous retrouver dans les mêmes situations. Actuellement, si le gouvernement va jusqu'à déloger les populations qui sont à Venevoa, à Kokoti, en Kemo, alors on va les mettre où? On va se retrouver à la situation qui est à Angonje et à Bikele actuellement. Je pense, à mon humble avis, que pour ce qui est du développement urbain, il va falloir penser à une métropole, à une suite de villes. Pourquoi on ne verrait pas la différence entre Libreville et Ntoum? Je vais poser la question au directeur général, est-ce qu'il n'y a plus de terre ou d'espace à Libreville lorsque jusqu'à maintenant tout reste concept et philosophique? Je récupère votre question pour la poser au directeur général, mais vous n'avez pas le droit de poser des questions sur ce plateau. Monsieur le directeur général, est-ce qu'il y a un problème de terre à Libreville, finalement? Je dis non. Si terre, on l'entend, comme nous le voyons, il y a de la terre à Libreville, au Gabon, d'ailleurs. D'accord. Okay, mais à ce niveau-là, ce qu'on peut constater, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas suffisamment de terrain prêt à bâtir. C'est la seule chose. Prêt à bâtir, et cela a été dit, je le prends à mon compte, l'État a le devoir en matière de politique, n'est-ce pas, d'aménagement foncier au Gabon, représenté par la direction de l'urbanisme, qui mène cette politique pour l'État. Donc, c'est l'État qui aménage. Qui aménage aussi bien à Libreville que dans d'autres villes intérieures. Donc, c'est le devoir de l'État. L'État peut aménager ou peut faire aménager par des partenaires sous forme de partenariat privé-public. Donc, ce qu'il y a aujourd'hui comme insuffisance, c'est le nombre de parcelles prêtes à bâtir, le nombre de terrains prêts à bâtir. Ça, je m'entends avec eux, je crois, sur ce plan-là. Et nous sommes justement en train de réfléchir à ce niveau-là pour voir comment est-ce qu'il serait plus facile de multiplier, n'est-ce pas, ces hectares prêts à bâtir. Donc, et là, dans le nouvel ordre urbanistique, fait par le vice-premier ministre, rentre justement cela, parce qu'il serait hors de question, comme on parlait tout à l'heure, de pouvoir encore mener des opérations de démolition
pour encore toujours avoir des déguerpis à qui on donne tel ou tel montant, mais de faire en sorte que lorsque vous êtes déguerpi, vous avez tout de suite déjà un endroit où vous retrouvez, soit pour construire votre logement, donc un endroit décent, pour construire votre logement, donc aménagé, soit un logement naturellement qu'on pose sur cet espace loti. C'est cette vision aujourd'hui qui se développe, et je crois qu'à ce niveau-là, ce qu'il y a, nous n'avons pas encore dans notre pays suffisamment d'espace, de terrain prêt à bâtir. C'est ça le problème. Je vous donne la parole, monsieur. Oui, Dina, merci. En suivant l'argumentaire de monsieur le directeur général, on comprend bien que l'État n'a pas les moyens pour mettre suffisamment de terrains prêts à bâtir. Voilà pourquoi, au BDP, nous proposons un plan Marshall. Expliquez-le. Un plan Marshall, simplement. Si on prend les budgets des années dévancières, où on tourne autour de 3 000 milliards, il suffit que nous prenions un tiers. Sur ce tiers-là, on a 1 000 milliards. On dit on prend, sur une période de 2 ans, on affecte 300 milliards au problème de l'habitat. Un autre exemple, on prend 400 milliards, on affecte au problème de l'éducation. 300 milliards au problème des routes. On dit en 2 ans. En 2 ans, on aurait affecté 600 milliards pour le logement. Je crois qu'on aurait presque résolu le problème d'aménagement des terrains, la construction de suffisamment de logements. C'est-à-dire que si on comprend votre présentation, ça veut dire qu'au lieu de s'investir dans tous les secteurs en même temps, il faudrait, selon le BDP, prioriser des secteurs. Prioriser des secteurs. On se dit 2017-2018, logement, éducation, infrastructure routière, par exemple. On prend 1 000 milliards, on divise sur les 3 secteurs. On fait une répartition. Je crois qu'en 2 ans, on pourrait combler le déficit. Il suffit que les gens soient sincères sur l'argent mis à leur disposition et qu'il y ait des contrôles sur l'utilisation de cet argent. Mais si on vous donne à vous, Madame Koussou, 300 milliards, vous faites ce que vous voulez, il n'y a aucun contrôle, on va toujours se retrouver sur les mêmes travers. Le point de vue de la COSINAP. Oui. Au niveau de la COSINAP, nous pensons que... Déjà, que pensez-vous de cette proposition du Cette proposition, je suis assez dubitatif, parce qu'au niveau de l'État, l'État a pour mission de promouvoir un développement harmonieux. J'ai souvent envie de dire aux gens, attention, lorsqu'on veut canaliser l'État à dire qu'il faut prioriser pour telle ou telle année, tel ou tel secteur, ce serait peut-être un peu compliqué. Moi, je pense à ceci. Et l'État a cette obligation ou ce devoir de pouvoir tisser les partenariats publics-privés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les investisseurs viennent, ils investissent de leurs moyens pour les situations de logement. Mais vous avez une politique, une planification qui peut s'arrimer sur 2 ou 3 plans. Je prends le cas de figure des maisons à commercialiser. Vous avez les travailleurs. Vous, l'État peut décider que nous allons, pour la politique des logements, prioriser telle ou telle catégorie socio-professionnelle. Parce que cette catégorie de personnel est avant tout solvable. Puisque si l'État n'est pas en mesure de construire, il va falloir appeler les amis pour l'aider. Et quand on appelle les amis, ça veut dire que c'est une dette. Et cette dette-là, pour qu'elle soit remboursable, il va falloir les personnes crédibles, les travailleurs. Aujourd'hui, nous devons avoir les cités, par exemple, le cité pour le secteur santé, cité pour le secteur éducation, ainsi de suite, c'est possible. Parce que essayez d'imaginer que le problème du logement joue même sur le tissu économique. Quelqu'un qui habiterait Bizango, quelqu'un qui habiterait Ebakater, c'est un agent de telle ou telle entreprise ou de telle administration publique. Mais est-ce qu'il y a rentabilité si et seulement s'il va falloir quitter ces zones enclavées, arriver au lieu de service? D'où moi je dis aujourd'hui que l'État doit concilier entre la politique de l'habitat et le développement harmonieux. Donc il va falloir regarder pourquoi on ne pourrait pas orienter une programmation de construction des logements à l'endroit de ceux qui peuvent les acheter. Or, si on veut faire tout, à savoir, il va falloir tirer au sort, on veut faire du bénévolat, on veut faire ceci, ça ne tiendra pas. Ça ne pourra pas tenir. Pourquoi? Parce qu'il va falloir regarder, est-ce que ce sont les moyens de l'État qui ont été mis en place? Si ce ne sont pas les moyens de l'État, il va falloir comprendre que ceux qui doivent acquérir ces maisons doivent débourser de l'argent, à savoir
engager son bulletin de salaire, à savoir contracter un crédit, si c'est un fonctionnaire, on voit sa quantité d'empreintes et on peut lui donner la possibilité. Je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on puisse regarder aussi la notion de bénévolat. Oui, ça a toujours marché, mais ça ne marche pas toujours, parce que c'est ce qui fait qu'on ne puisse pas accéder au développement. Tout citoyen doit comprendre, en fonction de la catégorie socio-professionnelle, débourser quelque chose pour accéder. Et parfois des logements de 8 000 par mois. Allez-y dans d'autres pays, allez-y à Dakar, vous verrez ce que ça débourse. Donc je vous dis que le problème de logement au Gabon, il va falloir que l'État gabonais, le gouvernement puisse avoir une programmation parce que ça devient inquiétant. Inquiétant parce que sur le plan économique, on ne sait pas ce que nous perdons. Si un agent qui est au service de Y ou de Z n'est pas à l'heure au travail, regardez combien de personnes sont à l'heure au travail et regardez combien de personnes sont à la banque à la fin du mois. Vous verrez que ceux qui sont en service pendant le mois sont moins nombreux que ceux qui se retrouvent à la banque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les services sont déserts. Ça veut dire que le service public ne peut pas fonctionner. Ça veut dire que la consommation ne peut pas, ainsi de suite. Donc, nous devons concilier et l'économie et le problème de l'habitat parce que tout ceci se joint et c'est un développement harmonieux, c'est ce que nous pensons. Alors, allez-y, vous pouvez réagir. Je voudrais quand même réagir au propos de M. Joël Ondo. Je ne pense pas avoir dit que dans le plan Marshall, l'État offrirait des logements gratuitement aux agents. C'est un investissement dont le retour est garanti. On produit tant de nombre de logements, on loge des Gabonais solvables qui, chaque fin du mois, vont rembourser. Si vous avez, je ne sais pas, 1000 logements et que vous avez des loyers mensuels de, je ne sais pas, 100 000, mais ça fait beaucoup d'argent à l'État. Ça fait beaucoup d'argent. Donc, l'investissement que l'État aurait mis, l'État va récupérer. Je ne sais pas, on dit on va signer des contrats de location-vente sur 10 ou 15 ans. Pendant ces 15 ans, même avant les 15 ans, l'État aurait récupéré l'argent investi et peut-être réinvestir ce capital ailleurs. Voilà un peu ce que je vous donne la parole, monsieur le DG, après ces testateurs qui souhaitent réagir. Madame ou monsieur, bonsoir. Bonsoir. J'aimerais bien participer à l'émission par rapport à la politique d'urbanisation. Oui, bon, moi, j'aimerais donner ma quote-part. Il est inadmissible que, franchement, qu'on nous dise aujourd'hui que l'État n'est pas responsable de tout ce qui se passe, les habitations anarchiques. Moi, je sous-entends que l'État, si l'État aurait pris la peine de bien structurer les villes, les quartiers, aujourd'hui, on ne devait pas se retrouver dans ce genre de situation. Prenons le cas tout à l'heure, comme disait le monsieur. La SNU au Vendo, elle est pratiquement bien construite. Il y a de la place. Il y a de l'accès. Mais pourquoi pas dans d'autres quartiers, comme Kingele, Plain-Ciel, encore, on vient de souligner Akanda. Akanda, c'est hier. Et qui est Akanda aujourd'hui? On sous-entend qu'aujourd'hui, les gens parlent seulement d'Akanda. Akanda, c'est hier qu'il y a eu des inondations et consorts. Mais les autres quartiers, tout ça, c'est de la faute de l'État. Alors, nous allons prendre encore un autre téléspectateur avant de donner la parole sur ce plateau. Madame ou monsieur, bonsoir. Alors, bonsoir. Je voudrais participer à l'émission. Dire qu'au Gabon, il n'y a pas de plan d'urbanisation, je veux dire que c'est faux parce que tout simplement, il y a des choses qui sont là. Quand on voit au niveau de la ville, par exemple, en ville, on n'a pas de l'eau qui coule n'importe comment. Donc, moi, je me dis qu'en ville, là-bas, il y a un plan d'urbanisation. Ce qu'il faut peut-être, c'est essayer d'étendre ça dans toute la ville de Libreville. Et je voudrais aussi, excusez-moi si c'est possible, intervenir pour l'émission d'hier quand je le ministre de l'Habitat, intervenir pour nous dire des projets irréalisables, notamment la construction de 10 000 logements par an. Or, on ne peut même pas construire 5 000 logements. Moi, la question que j'aimerais poser à M. le ministre, lors d'un prochain débat, c'est où va-t-il trouver les financements pour financer la construction de 1000 logements par an? Et les déguerpis, ces familles qui veulent des déguerpis là-bas, en Gonja, ce sont des familles, ce ne sont pas des délinquants, ce sont des familles qui sont rentrées là-bas par des conditions telles qu'il y avait des gens, il y a des gens
qui habitaient là-bas, qu'on avait déguerpi, qu'on avait dit que lorsque ces maisons-là vont être construites, ils seront les premiers à avoir les maisons. Et ces gens qui sont là-bas, donc, ne sont pas des gens qui sont là parce qu'ils veulent être là, ils sont là parce qu'ils sont obligés d'être là. Et quand on va les déguerpir, la question que moi je pose aussi au ministre, c'est ces gens-là iront où? Merci. Merci, messieurs, pour vos différentes questions ou contributions. Alors, monsieur le directeur général, allez-y. Oui, merci, Madame Dina. Ces deux questions sont intéressantes parce que il y a plusieurs volets dedans, la commercialisation des logements, la construction de logements, la commercialisation des logements. Et moi, je voudrais beaucoup plus accentuer, n'est-ce pas, mon propos sur, n'est-ce pas, les outils de planification urbaine et le problème de lotissement. Parce qu'on ne peut pas avoir un logement décent que s'il y a, n'est-ce pas, des espaces qui sont lotis. Donc à ce niveau-là, je rappelais tout à l'heure que Libreville, au-delà de ce qu'on puisse dire, Libreville a eu déjà des plans d'urbanisme. On ne parle pas de plan d'urbanisation, mais de plan d'urbanisme. Il y a eu, je vous ai cité tout à l'heure, avec Poutier, qui a commencé dans les années 62, en tout cas dans les années 60, il y en a eu 2 plans qui, certes, n'ont pas été, n'est-ce pas, n'ont pas arrivé à leur terme pour permettre à ce que ça soit mis en œuvre. Et ensuite, en 1994, il y a eu l'essai aussi de l'esquisse d'un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme. Et puis, maintenant, en 2010, nous avons mis en place un outil de planification urbaine, le SDO. C'est vrai qu'il n'est pas encore opérationnel en tant que tel, n'est pas encore mis en œuvre, mais cet outil existe bel et bien. Alors, pourquoi cette réflexion en matière de politique d'urbanisme? Parce qu'il ne faut pas croire que la politique d'urbanisme, c'est quelque chose qui concerne seulement la direction de l'urbanisme ou le ministère en charge de l'urbanisme. Ça concerne en principe toutes les entités possibles à travers le territoire. Donc, on va, par exemple, de l'administration centrale, des collectivités locales, la société civile, des populations. Tout le monde est concerné par cette politique et, naturellement, c'est l'État qui véhicule en fonction, n'est-ce pas, des intérêts particuliers que l'État trouve par rapport à telle ou telle ville. Et comme là, il s'agit de Libreville, la capitale du Gabon. Donc, il est normal que cette capitale soit dotée d'un outil de planification urbaine. Il y en a eu des réflexions dans le temps. Ça n'a pas satisfait, puisque nous voyons Libreville aujourd'hui, avec la plupart des quartiers qui sont sous-intégrés, mais n'empêche que la réflexion peut se mener. Et dans cette politique-là, nous voyons Libreville intramuros, avec tout ce qu'il y a aujourd'hui comme problème de sécurité, problème d'incendie, problème d'inondation, d'éboulement, etc., d'insécurité, d'environnement, et de penser à Libreville extramuros. Et dans Libreville extramuros, le plan d'aménagement, le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme qui est proposé tient compte effectivement de cette possibilité. Donc pour dire à notre téléspectateur qui a posé cette question, c'est vrai que l'occupation anarchique ne peut s'arrêter aujourd'hui que si nous mettons en place des outils de planification urbaine sur le plan réglementaire pour respecter les normes en matière d'urbanisme et sur le plan opérationnel pour créer des espaces prêts à bâtir. Donc, le souci aujourd'hui de cette politique est, disons, entre ces deux préoccupations. Et on parle de problèmes, de moyens, etc., mais l'État a l'obligation de le faire. Pour l'instant, avec la politique sur la décentralisation qui va arriver, qui est déjà en marche, naturellement, les collectivités locales vont prendre le relais parce que chaque collectivité locale aura une identité propre à pouvoir poser ou à pouvoir imaginer par rapport à sa localité. Donc ça, c'est une deuxième phase qui va arriver. Et pour l'autre téléspectateur qui parlait aussi des plans d'urbanisme avec des problèmes de financement de tel ou tel projet. Bon, je ne veux pas, moi, répondre à la place, n'est-ce pas, du vice-premier ministre en charge, mais sinon, ce qui est sûr, c'est que l'État a toujours, comme je l'ai dit, l'État peut faire une politique. Donc faire, ça dit que l'État a des moyens financiers, en fait des ressources, une mobilisation de ressources financières pour pouvoir financer un projet, ou alors l'État n'en a pas, l'État va avoir des partenaires pour pouvoir dire, moi je n'ai pas, mais sur un contrat quelconque que nous allons tenir ensemble, les deux parties, on peut vous demander de réaliser tel ou tel type de projet. Cela est possible, ça se passe dans d'autres pays, donc le Gabon aussi peut pouvoir utiliser ce canal-là. Je donne la parole à la CONASINAP pour réagir. Je sens que vous voulez réagir, Monsieur Joël Ondo est là. Bien sûr. Le téléspectateur disait que pour l'un, que la ville de Libreville était urbanisée et que lorsqu'on regarde le centre-ville,
je lui dirais que nous ne sommes pas en train de faire ici le pharisianisme. Ça veut dire que Jésus, dans ses propos, parlait du sépulcre blanchi. Ça veut dire que dedans, la pourriture, à l'extérieur. Non, nous ne sommes pas en train d'avilir. Nous disons les vérités. Parce que, Madame Koussou, vous vous souviendrez que le chef d'État, Ali Bongo, lui-même, avait fait l'autopsie de la question de l'habitat, de l'urbanisme au Gabon, ce qui l'a amené à prendre une décision très élevée, jusqu'à dissoudre pour un temps ce département. Pas dissoudre, ça veut dire que fermer ce département ministériel. Il n'est resté que le cabinet. Parce qu'il s'était rendu compte, en tant que premier citoyen, qu'il y avait un problème et qu'il fallait repenser le nouvel ordre urbanistique. Je pense que si le téléspectateur va à Libreville, il regarderait à l'UGB et comprendra qu'il y a bien des choses à repenser aujourd'hui lorsqu'il y a ne serait-ce qu'une petite rosée ou une pluie, je dirais. Alors, il est hors de question ici de penser que Libreville s'arrêterait à la façade maritime. Libreville, c'est cet ensemble, c'est ce tout que nous voyons avec des contrastes. Et nous pensons aujourd'hui qu'il est très important de comprendre que les commodités, l'hygiène, l'éducation, tout ceci, les mesures de sécurité, est-ce qu'on s'arrêterait au bord de mer lorsqu'on sait que les gens, jusqu'à ce jour, jusqu'au moment où je vous parle, sont en train de construire, ils ne prévoient ni le passage des sapeurs-pompiers en cas d'incendie, ils ne prévoient même le passage d'une fête. Ça veut dire que quand les voisins organisent, ils ne savent par où passer avec les chaises. C'est très dangereux, c'est très délicat. C'est-à-dire que l'incendie de mon voisin, je subis cet incendie alors que je pouvais l'éviter si et seulement si l'État serait allé au premier plan. Je pense également à celui qui a posé la question sur les déguerpis d'Angonji aujourd'hui. D'où je pensais qu'en réalité, M. le directeur général, il l'a dit, mais il ne devrait pas avoir un problème de terre au Gabon. L'État sait très bien que nous avons une superficie de 267 167 km². Alors, lorsqu'on prévoit une urbanisation ou l'urbanisme, il faut tenir compte aussi dans ce cas de figure des voies de communication. Vous le savez, Madame Koussou, qu'il y a des gens qui peuvent travailler en Djolé, qui peuvent être en Djolé et travailler à Libreville. Si et seulement si. C'est tout ça qui fait l'ensemble. L'urbanisation ou l'urbanisme ou l'habitat n'est pas seulement cette maison qu'on met quelque part designée. C'est cet ensemble d'équipements, ce sont ces processus de commodité qui feraient que la distance soit réduite, qui feraient que les conditions d'hygiène soient adéquates, qui ferait que le risque soit minimisé. Et si et seulement si on parle des déguerpis d'Angonji aujourd'hui, oui, c'est vrai, c'est une préoccupation. Ils vont aller où? Mais c'est ça la grande question, c'est le défi que l'État doit relever pour montrer que, ceux qui ont eu le droit de financer ou de préfinancer leur logement ne doivent pas les perdre. Deuxièmement, ceux qui sont allés occuper anarchiquement, vis-à-vis de la loi, la puissance publique doit prévaloir. Maintenant, comment ça va se procéder? Je crois que cette nuit, jusqu'au 30, le gouvernement, je crois que va au 7e ciel pour démontrer la révélation. Et il y a justement des téléspectateurs aussi qui souhaitent réagir au pas de course à cette émission avant que je vous donne la parole, Monsieur Lindanji. Madame, Messieurs, bonsoir. Je suis Monsieur Mathurin Aubian, en service à Lomé, ancien agent des Nations Unies. Je viens participer à votre émission. Ça va dans le fil droit de ce que le vice-premier ministre développait hier. Vous savez ce que lorsqu'on a entendu le vice-premier ministre parler, on avait l'impression qu'il s'agissait d'une utopie. Mais il est prêt, il n'en est pas une. Ça peut être une réalité lorsqu'il y a toute une volonté politique manifeste. On a tellement politisé les choses dans notre pays qu'on a l'impression que tout on vit dans le chaos. Mais ce que je voudrais dire, c'est que vous savez, en matière de logement, il existe bel et bien un schéma d'urbanisation, mais qui est toujours il n'est pas bien mis en œuvre, même par les agents même de l'urbanisme. Vous savez, je vais vous prendre des exemples. Pourquoi on parle de déconstruction anarchique? Tout simplement, c'est parce que lorsque un citoyen gabonais, il va faire une demande d'attribution de parcelles, on va lui dire 2 semaines après qu'il n'y a pas de parcelles. Donc les gens sont obligés d'aller s'installer où il y a des forêts, et ensuite, lorsque ils vont au cadastre pour aller maintenant border les terrains, les techniciens qui viennent travailler avec eux, qui viennent faire le plan de situation, le plan de délimitation,
Lorsqu'ils viennent faire ces travaux, 2 semaines après, on vous dit non, monsieur, le terrain est occupé par X ou Y. Et quand vous repassez derrière, ce sont ces mêmes agents qui récupèrent ces terrains et ils les vendent à d'autres personnes. Donc les gens sont obligés de construire de manière anarchique. Mais il existe bel et bien un plan d'urbanisation. Puisque j'ai travaillé aux Nations Unies, j'ai des statistiques, je sais de quoi je parle. C'était pour dire que tout est possible, tout est faisable par rapport à ce que le ministre disait hier. On peut construire également autre chose, on peut construire des maisons en terre cuite, parce que ça existe également à Franceville avec des matières locaux. Donc c'était ça mon intervention. Je vous remercie. Et c'est nous qui vous remercions pour votre contribution. Nous allons prendre très rapidement un dernier téléspectateur avant de faire un tour des tables, monsieur. Madame ou monsieur, bonsoir. Bonsoir, je voudrais poser une question à l'antenne. Oui, je voudrais demander qu'on définisse d'une part d'abord, parce qu'il y a deux chevauchements, qu'on définisse d'une part les prérogatives de la gestion de l'urbanisme et puis les prérogatives de l'Agence nationale de l'urbanisme, des travaux topographiques et du cadastre. Parce que là, il y a un chevauchement. Si ça se trouve, le directeur de l'urbanisme parle alors que toutes les prérogatives aujourd'hui sont à la MUTPC. C'est pour ça que j'appelle. Merci, monsieur, pour cette question qui me permet justement de donner la parole au directeur général. Ce sera certainement son mot de la fin parce que nous allons faire un tour de table très rapidement. Je vous donne la parole. Oui, ça va vite. OK, merci, Madame Dina Koussou. Je vais commencer par l'intervention de notre ami qui était diplomate, qui dit bien des choses qui sont vraies. Je l'ai signalé tout à l'heure que le Gabon n'a jamais... Enfin, la ville de Libreville a toujours eu des outils de planification urbaine depuis avant l'indépendance, surtout dans les années après les indépendances, 62, 63, on a 65. Et puis par la suite, et qu'aujourd'hui, en 2010, nous avons mis, n'est-ce pas, un document de planification urbaine à ce niveau-là. Sauf qu'il n'est pas encore rendu public pour cela. Donc, mais ce qui est sûr, c'est que ce qu'il est en train de dire est fondamental, c'est qu'il ne manque pas de terre au Gabon. Il faudrait tout simplement qu'il y ait une certaine volonté politique réelle de faire de ce problème-là quelque chose qui soit traité véritablement. Alors, à ce niveau-là, avec les outils de planification urbaine, l'État doit se faire des réserves foncières pour pouvoir abriter ces projets. Et ça rentre dans le cadre du nouvel ordre urbanistique que nous sommes en train de mettre en place, parce que sans réserve foncière, si l'État n'a pas de réserve foncière pour réaliser ces projets d'intérêt public, c'est-à-dire pour la création des lotissements, il est difficile que nous puissions avoir des logements, quel que soit le matériau qu'on peut utiliser. Parce qu'un logement décent, il faudrait un endroit aménagé, un espace aménagé pour abriter ce logement-là et pour que le Gabonais, le Librevillard, puisse accéder tranquillement à ce logement. Donc, cela est vrai, mais nous sommes sur la mise en place des outils de planification urbaine et sans cela, il est difficile de pouvoir organiser une ville moderne au XXIe siècle. Et je crois que cela est compris de tout le monde, la plus haute autorité, le vice-premier ministre, est là-dessus et que nous sommes en train de créer ce nouvel ordre urbanistique et il faut y croire en tout cas. Deuxième aspect, sur la question de la NUTTC, voilà. je crois que le testateur anticipe sur le thème de demain, alors qu'il ne le sait peut-être pas. Et donc, demain, nous reviendrons là-dessus parce que ce sera au cœur, justement, puisque nous aurons le directeur général adjoint 2 de cette agence et nous pourrons en parler. Donc, je vous retire la parole puisque nous sommes arrivés d'une seconde, une phrase. Allez-y. En une phrase. Oui. Pour dire qu'en principe, là-dedans, le législateur, je veux revenir là-dessus, a un mot à jouer. Donc, il faudrait que le législateur, en matière d'urbanisme, puisse asseoir les conditions juridiques, n'est-ce pas, des normes urbanistiques, pour qu'il y ait respect et sanction là-dessus. Et ensuite, deuxième élément, pour que le législateur dise clairement les outils de planification urbaine adaptés, n'est-ce pas, au Gabon, pour nos villes gabonaises du XXIe siècle. Merci. Ça, le législateur a un rôle à jouer pour que nous techniciens, nous puissions travailler par la suite. Merci à vous, Monsieur Edouard Vomzé. Alors, je vous donne la parole, Monsieur Joël Ondo est là pour votre mot de la fin. Oui, Madame Koussou, je dirais que vaut mieux prévenir que guérir. La situation urbanistique de Libreville en particulier et des villes du Gabon en général doit interpeller au plus haut niveau les politiques publiques, à savoir les décideurs. Il me souviendra que nous avons vécu à des moments où les
le gouvernement va assister les sinistrés. Nous l'avons vécu au PK5, ainsi de suite. Il est temps de prendre le taureau sur les cornes. Parce qu'il va falloir qu'à ce jour, l'on fasse une planification, une programmation entre l'explosion démographique et l'implantation des populations. Si l'on ne joue pas avec ces viviers, nous serons toujours en retard. Et le problème d'Angondje, qui devient un problème très inquiétant, vous vous souviendrez que les populations se décident par un ras-le-bol d'aller occuper illégalement des maisons. C'est très inquiétant dans un état de droit. Et ceci doit interpeller au plus haut lieu les gouvernants pour que nous puissions définir. Et je crois par le gouvernement à ce nouvel ordre urbanistique prôné par le vice-premier ministre Ben Oubamba. Allez, je vous donne la parole, monsieur Alain Patrick Lidonji. Merci, Dina. Je voudrais, pour conclure, répondre à l'une des interrogations de l'un de nos intervenants tout à l'heure qui parlait de l'ANUTTC. Oui, l'ANUTTC. Vous voulez... Non, simplement pour oui. Rappeler l'un des principaux objectifs qui avait été assigné c'est-à-dire que les titres fonciers devaient être délivrés sur un deadline de 180 jours. Je ne sais pas si aujourd'hui, les Gabonais peuvent se rendre compte que cet objectif n'a jamais été atteint. La question du foncier sera à l'honneur demain. Voilà. Pour ça que je voudrais également répondre à M. le directeur général parce que tout à l'heure, dans son intervention, il a, peut-être sans le savoir, abordé la question de la loi sur la décentralisation. Voilà, parce qu'il faut vraiment qu'on arrive à l'applicabilité de cette loi, notamment la loi 1597 du 6 juin 1996 relative à la décentralisation. Parce que avec cette décentralisation, le pouvoir sera proche de la population. Le maire, par exemple, peut faire des estimations sur l'augmentation de sa population, sur la localisation de ces populations et entrevoir les routes et tout ce qui peut s'ensuivre pour le mieux-être de ces populations. Mais tant que le pouvoir est centralisé, c'est compliqué pour prendre une décision qui satisfassent les populations. C'est la fin donc de cette émission. Merci messieurs, chers téléspectateurs. C'est la fin de votre émission. C'est Sans Tabou sur le thème la politique d'urbanisation au Gabon. Il y avait sur ce plateau monsieur Edouard Vomzé. Vous êtes le directeur général de l'urbanisme et de l'aménagement foncier. C'est bien ça cette fois-ci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Juste à côté de vous, nous avions monsieur Joël Ondoela, président de la Confédération syndicale des agents de l'administration publique, parapublique et privée. Merci aussi à vous d'avoir accepté notre invitation. En face, il y avait monsieur Alain Patrick Lidonji Bidona, secrétaire national du Bloc démocratique populaire. Merci aussi à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous remercions. Et merci donc à vous, chers téléspectateurs. À demain. Bonsoir.